Nous sommes en 1988. Aux États-Unis, Ronald Reagan termine son second mandat et l'ère du néolibéralisme bat son plein. Dans le monde, la guerre froide commence à s'essouffler, mais la lutte idéologique entre l'Est et l'Ouest, entre l'Orient et l'Occident, reste très vive. Les médias jouent alors un rôle central dans la façon dont les gens perçoivent la politique, la société et même leur propre réalité. C'est dans ce contexte bouillonnant qu'un homme, un intellectuel hors du commun, décide de mettre à nu les rouages de ce qu'il considère comme l'une des plus grandes armes de contrôle, la manipulation des médias par l'information. Cet homme, c'est Noam Chomsky, universitaire, linguiste et militant infatigable. Il a déjà secoué les consciences avec ses prises de position contre la guerre du Vietnam et son regard perçant sur les politiques américaines. Cette année-là, avec son collègue Edward Herman, il publie un livre qui fera date, Manufacturing Consent, The Political Economy of the Mass Media. En français, ça s'est appelé la fabrication du consentement. Mais attendez, quand on entend fabrication du consentement, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi consentirait-on à quelque chose qui va à l'encontre de nos propres intérêts? Eh bien, Chomsky et Herman nous révèlent une vérité brutale. Le consentement ne se demande pas, il se fabrique. Et cette fabrication passe par des mécanismes si subtils, si bien huilés, que la plupart des gens ne s'en rendent même pas compte. Prenons un instant pour réfléchir. Avez-vous déjà vu une réforme impopulaire passer malgré des protestations massives? Avez-vous déjà senti que les informations que vous receviez sur un conflit, une crise ou un mouvement social semblaient étrangement orientées? Et surtout, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, dans des sociétés qui se disent libres et démocratiques, les inégalités continuent inlassablement de s'aggraver, année après année, presque sans opposition? Ce n'est pas un hasard. Dans Manufacturing Consent, Chomsky expose les méthodes utilisées par les médias de masse, les élites économiques et les gouvernements pour manipuler l'opinion publique, détourner l'attention des vrais enjeux et maintenir un système qui profite à une minorité tout en maintenant la masse dans une illusion de choix. Et au fil des années, ce livre a dépassé son propre sujet. Il est devenu une boussole pour décrypter non seulement les médias, mais aussi les stratégies de manipulation qui s'appliquent bien au-delà. Sylvain Timsit, en 2002, a synthétisé l'œuvre de Chomsky en 10 stratégies de manipulation des masses. Je vous mets le blog de Sylvain Timsit en description. Il y a des choses plus ou moins intéressantes dans le blog. Il y a, j'avoue, pas mal de choses un peu perchées. Et attention, je préfère vous prévenir, c'est un vrai islamophobe. Sur son compte X, il est vraiment en boucle contre les musulmans. Mais allez jeter un œil sur son blog, il y a des choses, des articles qui peuvent être intéressants. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va plonger ensemble dans ces stratégies. Pas de discours compliqué, pas de jargon, juste vous, moi et une grande langue qu'on va braquer sur les mécanismes que les médias mainstream et les politiques préfèrent garder dans l'ombre. Je vais vous expliquer chacune de ces stratégies et surtout, on va les relier à des événements récents, des faits concrets et des visages que vous connaissez. Parce que comprendre, c'est le premier pas pour se libérer. Et une fois qu'on a ouvert les yeux, il n'y a plus de retour en arrière. Vous êtes prêts? Alors on commence. La stratégie de la distraction. Détourner l'attention. Laissez-moi vous poser une question simple. Vous est-il déjà arrivé de regarder un journal télévisé ou de scroller sur votre téléphone et de vous demander « mais pourquoi on parle autant de ça ?» Est-ce que c'est vraiment ce qui compte? Si oui, félicitations. Vous commencez à repérer ce que Noam Chomsky appelle la stratégie de la distraction. Cette stratégie, et c'est la plus vieille astuce du monde. Imaginez un prestidigitateur sur scène, il agite une main sous vos yeux, attire votre attention avec des gestes rapides et des éclats de lumière, pendant que de l'autre main, il fait disparaître une carte ou sort un lapin du chapeau. Dans le monde de la manipulation des masses, cette main qui brille, c'est l'actualité spectaculaire. Et pendant que vous êtes hypnotisé, les vrais enjeux passent sous les radars. Alors pourquoi ça marche? Parce que notre cerveau adore les histoires qui nous choquent, qui nous divertissent ou qui nous effraient. Une crise semble imminente, une célébrité en plein scandale, un drame humain, etc. Tout cela capte notre attention beaucoup plus facilement qu'une réforme fiscale ou des discussions techniques sur le climat. Les émotions prennent toujours
ou souvent le dessus sur la réflexion. Alors rappelez-vous des polémiques autour de certaines personnalités publiques ou des grandes affaires qui ont fait le buzz médiatique. Pendant qu'on nous parlait de ça, que se passait-il vraiment ? Prenons un cas concret. Pendant que certains médias faisaient des heures et des heures de direct sur les troubles autour de personnalités comme Gérard Depardieu ou l'énième clash dans la télé-réalité, des décisions majeures étaient prises dans l'ombre. Par exemple, en 2023, alors que des mobilisations contre la réforme des retraites battaient leur plein en France, les chaînes d'information ont continué de parler d'une polémique sur les influenceurs et leurs pratiques douteuses. Intéressant, bien sûr, mais alors, c'est des choses qui sont évidemment importantes, mais est-ce que cela méritait autant de place ? Autre exemple, un peu plus ancien, en 2019, au moment où les gilets jaunes tenaient les ronds-points et réclamaient plus de justice sociale, on voyait émerger des débats sur des anecdotes sans rapport. Des incidents isolés ou des violences commises par quelques manifestants étaient amplifiées, tandis que les revendications principales, pouvoir d'achat, redistribution des richesses, disparaissaient progressivement des écrans. Et pendant ce temps-là, des lois parfois impopulaires étaient votées dans l'indifférence générale. Mais ce n'est pas seulement une question de politique nationale. Regardez les grandes crises internationales. Une guerre éclate dans un pays, les médias couvrent les premières semaines avec intensité, captent toute l'attention, puis subitement silence. Pendant ce temps, la guerre continue, les souffrances s'aggravent, mais notre attention a été détournée vers un autre sujet brûlant, une star en procès, un scandale diplomatique ou une histoire sensationnaliste. Et je vous donne, vous vous souvenez de l'exemple, alors moi, Rouennais, je m'en souviens très bien, je crois que c'était en 2018, il me semble, Lubrizol. Et en fait, les médias ont arrêté d'en parler au bout d'à peine quelques heures parce que Chirac était mort. Or, Lubrizol, ça mettait en question des gens importants, ça mettait en question le capitalisme, ça mettait en question, c'était un vrai scandale en fait. Donc pour vous donner un exemple de faits divers qu'on va se servir parce que ça intéresse plus, ça fait plus appel à l'émotion. Et ça permet de cacher certaines choses. Tiens, avec Lubrizol, on avait affaire à un vrai scandale. Non pas qu'il fallait pas parler de la mort de Jacques Chirac, même s'il était de droite, c'était quand même un personnage important, mais pourquoi avoir occulté autant Lubrizol, qui est un vrai scandale ? Alors, comment on peut s'en sortir ? La première étape, c'est d'en prendre conscience. La distraction n'est pas seulement un hasard ou une obsession médiatique pour le spectaculaire, c'est une stratégie délibérée pour empêcher les gens de réfléchir aux vrais problèmes, à savoir les inégalités, le pouvoir économique concentré, les décisions politiques prises dans l'opacité. Alors, la prochaine fois que vous voyez une avalanche de nouvelles qui semble incroyablement captivante, posez-vous cette question. Qu'est-ce qu'on ne veut pas que je vois ? Faites le lien avec ce qui se passe en coulisses, une loi votée en catimini, un scandale financier dont personne ne parle, ou une décision stratégique qui aurait dû faire la une, parce que pendant que vous regardez la main du magicien, l'autre main est en train de redessiner le monde. Imaginez la scène. Un quartier tranquille, tout semble normal jusqu'au jour où des individus viennent jeter des cailloux sur les fenêtres des maisons. Un climat de peur s'installe. Les habitants se réunissent pour trouver une solution, mais ils sont désemparés. Et puis, comme par miracle, ces mêmes individus viennent frapper à la porte. Nous avons une solution. Payez-nous et on s'assurera que plus personne ne viendra jeter des cailloux. Alors, est-ce que vous voyez l'arnaque ? Ils ont créé le problème pour pouvoir après, justement, vous vendre les solutions. Dans le monde de la manipulation des masses, cette stratégie est un classique. Les élites ou les gouvernements exagèrent, provoquent ou laissent pourrir une situation afin de légitimer des mesures qui n'auraient jamais été acceptées en temps normal. La peur ou l'urgence deviennent alors des outils pour manipuler les citoyens qui finissent par réclamer eux-mêmes des solutions qu'ils auraient rejetées dans un autre contexte. Alors, pourquoi ça fonctionne ? Quand un problème semble grave, immédiat et insoluble, les gens cherchent une réponse rapide. Leur capacité à analyser, à questionner diminue, l'émotion prend le dessus, peur, colère, désespoir, cela crée un espace où presque n'importe quelle solution peut être imposée, tant qu'elle semble résoudre le problème. Et en réalité, cette solution est souvent déjà planifiée, mais pour la faire accepter, il faut d'abord rendre la situation insupportable. Prenons un cas typique, la destruction progressive des services publics. Un hôpital, par exemple, fonctionne mal. Pourquoi ? Parce qu'il manque de personnel, les moyens sont insuffisants, les équipements sont obsolètes.
Mais ces problèmes ne sont pas apparus par magie. Ils sont le résultat de décisions politiques, réduction des budgets, suppression des postes, non-remplacement des départs à la retraite. On laisse le système se dégrader lentement. Et puis un jour, on entend les responsables politiques déclarer « Regardez, cet hôpital, il ne fonctionne plus. » La solution, la privatisation. Ils proposent alors de confier la gestion à une entreprise privée en affirmant que ce sera plus efficace, plus moderne. Mais ce qu'ils oublient de dire, c'est qu'ils ont eux-mêmes créé les conditions qui rendent cette privatisation inévitable. Et c'est un schéma qu'on retrouve dans de nombreux secteurs. Les transports publics, où les retards et les pannes répétées servent à justifier l'ouverture à la concurrence. La SNCF. L'éducation, où les écoles publiques en difficulté sont opposées à des établissements privés mieux dotés. Autre exemple dont on a beaucoup parlé, la dette et les réformes impopulaires. On entend souvent que l'État est surendetté, qu'il faut réduire les dépenses publiques. Mais pourquoi cette dette existe-t-elle ? Dans de nombreux cas, elle est le résultat de choix politiques. Exonération fiscale pour les plus riches ou les grandes entreprises, détournement des richesses publiques vers des intérêts privés. Et c'est un petit peu, même complètement, ce qui s'est passé avec Bruno Le Maire et Emmanuel Macron, récemment. Et c'est pour ça qu'ils ont explosé la dette publique. Et quand la dette devient insoutenable, les gouvernements annoncent alors des réformes des retraites, car le système est en faillite, des coupes dans la santé, l'éducation ou la culture, car on n'a plus les moyens. En réalité, ils ont eux-mêmes creusé la dette pour créer l'urgence, afin de faire accepter des mesures qui auraient provoqué une levée de bouclier. Qu'est-ce qui se cache derrière cette stratégie ? En fabriquant un problème ou en laissant pourrir une situation, les élites redéfinissent ainsi les priorités du débat public. Ce n'est plus comment renforcer le service public, mais comment le sauver de la faillite. Ce n'est plus comment mieux redistribuer les richesses, mais comment éviter une crise économique. Et dans ce brouillard d'urgence et de panique, les vrais responsables restent dans l'ombre. Les solutions proposées ne servent pas les citoyens, mais renforcent le pouvoir et les profits de ceux qui contrôlent déjà le système. Alors comment résister à cela ? La clé, c'est d'apprendre à regarder en amont. Quand un problème semble soudain devenir inévitable, il faut se poser la question qui en profite. Et surtout, quelles décisions ont permis à ce problème d'apparaître. Parce que souvent, ce qui est présenté comme une crise n'est pas une fatalité, c'est une construction, une mise en scène. Et la vraie solution, celle qui sert les intérêts collectifs, se trouve rarement dans les réponses qu'on nous impose. Alors la prochaine fois qu'un problème surgit de nulle part et qu'on vous vend une solution clé en main, prenez une seconde pour réfléchir. Et si ce problème n'était pas aussi naturel qu'on prétend ? Imaginez que vous devez sauter dans une piscine glaciale. Si vous plongez d'un coup, le choc est brutal. Et vous chercherez immédiatement à en sortir. Alors que si vous entrez doucement, étape par étape, votre corps s'habitue à l'eau froide. Et bientôt, vous êtes immergé sans même vous rendre compte à quel point c'est inconfortable au début. Et c'est exactement ce principe que les élites utilisent pour imposer des changements qui, en temps normal, auraient provoqué des révoltes immédiates. Cette stratégie repose sur une idée simple. Pour faire accepter l'inacceptable, il suffit de le fragmenter. On avance lentement, à pas feutrés, et on applique les transformations par petites doses, au fil des années, jusqu'à ce qu'elles paraissent normales. Pourquoi ça marche ? Parce que le cerveau humain est conçu pour s'adapter face à de petits changements. On se dit souvent, ce n'est pas si grave. Puis un autre suit, et encore un autre. Pris individuellement, ces ajustements paraissent insignifiants. Mais cumulés, ils peuvent transformer en profondeur la société, une économie ou un système politique. Et comme ces changements se produisent sur des périodes longues, la mémoire collective s'efface, on oublie comment les choses étaient avant. Exemple, les réformes néolibérales. Un cas d'école, c'est l'érosion progressive de l'État-providence dans de nombreux pays occidentaux. Prenons la France. Après la Seconde Guerre mondiale, le modèle social français était basé sur des principes de solidarité, retraite par répartition, sécurité sociale universelle, éducation publique de qualité. Mais depuis les années 80, en particulier depuis le tournant de la rigueur de Mitterrand en 1983, ce modèle a été grignoté. Non pas d'un coup, mais progressivement. D'abord, on réduit légèrement les budgets des hôpitaux, puis on ferme les lits, ensuite on commence à sous-traiter certains services à des entreprises privées, enfin on finit par dire « le système public est trop inefficace, il faut tout privatiser ». Et à chaque étape, on présente les changements comme nécessaires, inévitables ou même bénéfiques. C'est pour moderniser le système, il faut s'adapter à la mondialisation.
En 20 ou 30 ans, on passe d'un système robuste et solidaire à un modèle éclaté où les inégalités explosent et le plus frappant, c'est que beaucoup de gens n'ont même pas vu venir ce changement. Et les réformes des retraites suivent souvent cette logique. Je vous dis pas du jour au lendemain, vous travaillerez jusqu'à 70 ans. Non, on commence par allonger l'âge légal de 60 à 62. Quelques années plus tard, on passe à 64. Puis, vous allez voir, on va bientôt passer à 67. Chaque étape est présentée comme un ajustement raisonnable, nécessaire pour sauver le système. Et à chaque fois, la résistance est plus faible, car les gens s'habituent progressivement à des reculs. Ce processus fonctionne aussi parce qu'il exploite la fatigue des luttes sociales. Quand les changements sont fragmentés, il devient plus difficile pour les syndicats de monopoliser une opposition massive. Autre exemple, les lois sécuritaires. Un autre domaine où cette stratégie est largement utilisée, c'est celui des lois sécuritaires. Après chaque attentat ou crise majeure, de nouvelles mesures sont introduites. Surveillance accrue avec des caméras partout. Restriction des libertés comme le droit de manifester ou d'utiliser certains outils de communication anonymes. Renforcement des pouvoirs de la police. Individuellement, ces mesures semblent raisonnables car elles sont justifiées par des contextes précis. C'est pour votre sécurité. Mais au fil des années, elles s'accumulent et forment un cadre où les libertés individuelles sont considérablement réduites. Et le plus inquiétant, c'est qu'une fois ces lois en place, elles ne sont jamais remises en question, même lorsque les crises qui les ont justifiées disparaissent. Alors qu'est-ce qui se cache derrière cette stratégie ? La gradualité est une arme redoutable car elle joue sur la psychologie humaine. En fragmentant le changement, on désamorce les résistances et on rend chaque étape acceptable. Mais le but final reste le même, transformer en profondeur la société au profit d'intérêts privés ou politiques sans provoquer de révolution. Comment résister ? Pour ne pas tomber dans ce piège, il faut développer une mémoire collective, une vision à long terme. Il est crucial de se poser ces questions. Quelles sont les conséquences de ces changements si on les regarde dans leur ensemble ? Quelle est la direction générale dans laquelle on nous emmène ? Qu'avons-nous déjà perdu ? Et qu'est-ce qu'on nous prépare pour demain ? Et surtout, il faut refuser de banaliser ce qui est présenté comme un petit ajustement. Parce que ces petits ajustements, mis bout à bout, redéfinissent tout. Imaginez que vous êtes dans un restaurant et qu'on vous propose un menu très cher, mais qu'on vous dit « pas d'inquiétude, vous ne paierez que dans un an ». Vous me direz, ça paraît plus acceptable. Vous ne ressentez pas immédiatement l'impact de la dépense. Mais un an plus tard, quand l'addition arrive, c'est trop tard pour reculer. Vous avez déjà consommé. C'est exactement cette mécanique que les décideurs utilisent pour faire passer des mesures impopulaires. En reportant leur effet dans le temps, ils anesthésient les oppositions. On présente le changement comme une réalité inévitable, mais on promet que ces conséquences n'arriveront que plus tard, dans un futur suffisamment lointain, pour que les gens ne s'en inquiètent pas tout de suite. Pourquoi ça marche ? Cette stratégie exploite une faiblesse fondamentale de la nature humaine. Nous avons tendance à accorder plus d'importance à l'immédiat qu'au futur. Ce qui se passe maintenant nous semble urgent et réel, tandis que ce qui arrivera dans 5, 10 ou 20 ans paraît abstrait, presque irréel. En jouant sur ce biais psychologique, les décideurs peuvent faire accepter des sacrifices ou des mesures drastiques, car les gens pensent « ce n'est pas pour tout de suite, je m'en occuperai plus tard ». On va reprendre le même exemple de la réforme des retraites. Quand un gouvernement annonce un report de l'âge légal de départ à la retraite, il ne dit jamais « à partir de demain, vous travaillerez 2 ans de plus ». Non, il annonce des changements progressifs. On commence par dire cela concernera uniquement les générations nées après 75, puis celles nées après 80. Les impacts immédiats sont ainsi minimisés car ils s'appliqueront plus tard à une partie de la population qui souvent n'est pas encore pleinement engagée dans la lutte sociale. Ce décalage permet de diviser les résistances. Ceux qui ne sont pas concernés tout de suite se disent qu'ils ont encore le temps ou que ce n'est pas leur combat. Mais quand les effets arrivent, il est trop tard pour se mobiliser, les décisions sont déjà prises et le système est en place. Un autre domaine où cette stratégie, je dirais omniprésente, c'est la crise climatique. On nous parle de réduire les émissions de CO2, d'atteindre la neutralité carbone, de faire des choix durables, mais les mesures les plus drastiques, celles qui nécessitent des changements profonds et immédiats, sont toujours repoussées dans le temps. D'ici 2050, nous aurons réduit nos émissions de 50%. C'est un petit peu ça, dans les COP je sais pas quoi là, c'est toujours ça, d'ici 2050, enfin, on ne sait même pas où on sera.
Cela donne l'illusion que des actions sont en cours, mais en réalité, les décisions difficiles sont reportées à plus tard. Souvent au mandat d'un autre gouvernement ou à une époque où ceux qui les prennent aujourd'hui ne seront plus en poste. Pendant ce temps, les industries polluantes continuent de fonctionner à plein régime car les ajustements viendront plus tard. Dans le domaine économique, cette stratégie est souvent utilisée pour faire passer des politiques d'austérité. Prenons l'exemple des coupes budgétaires dans les services publics. Au lieu de tout supprimer d'un coup, on commence par annoncer des réformes progressives, dont les effets ne se feront sentir qu'après plusieurs années. Des réductions budgétaires à long terme, échelonnées sur une décennie. Le résultat, les résistances immédiates sont faibles, car les gens pensent avoir le temps de se préparer ou de s'adapter. Mais au fil des années, les services se dégradent inexorablement, et les citoyens réalisent que ce qu'ils ont perdu est difficile, voire impossible à récupérer. Alors ce qui se cache derrière cette stratégie, c'est qu'en repoussant les conséquences d'une décision, on achète la paix sociale. Les dirigeants évitent des conflits immédiats, tout en préparant les conditions pour que leurs réformes soient irréversibles, lorsque leurs effets se feront sentir. Cela leur permet aussi de se déresponsabiliser. Dans 10 ans, quand la crise éclatera, ou que le système sera anéanti, ce ne sera plus un problème. Ce sera celui de la génération suivante, des gouvernements suivants, ou même de la société tout entière. Alors comment résister? La clé, c'est de reconnaître cette tactique et de refuser le confort trompeur du différé. Quand on vous présente une réforme ou une décision avec des conséquences à long terme, il faut poser ces questions. Pourquoi ne pas agir immédiatement? Qui profite du délai? Quels seront les impacts pour ceux qui ne peuvent pas attendre? Et surtout, il faut se rappeler que chaque jour qui passe renforce l'inertie. Plus une mesure impopulaire est repoussée, plus elle devient difficile à contester une fois qu'elle est entrée en vigueur. Imaginez un parent expliquant à son enfant pourquoi il ne faut pas manger des bonbons avant le dîner. Mais au lieu de dire la vérité et que c'est pour sa santé, il simplifie à outrance. Parce que les bonbons, ça fait bobo. Cela fonctionne avec un enfant, mais si l'enfant grandit et comprend la vraie raison, il se sentira un petit peu manipulé. Maintenant, transposer cette dynamique à la communication des élites envers la population. Cette stratégie consiste à simplifier les discours au maximum, à utiliser des mots enfantins, des concepts caricaturaux et des explications superficielles. Le but, garder les citoyens dans une position de dépendance, comme s'ils n'étaient pas capables de comprendre des raisonnements complexes ou de remettre en question ce qu'on leur dit. Alors pourquoi ça marche? Parce que ce ton paternaliste ou infantilisant désarme la critique. En traitant le public comme s'il était incapable de comprendre les enjeux complexes, les décideurs créent une relation de soumission. Faites-nous confiance, nous savons ce qui est bon pour vous. Cela joue aussi sur la paresse cognitive. Si on nous présente des réponses simples à des problèmes compliqués, nous sommes tentés de les accepter parce qu'elles demandent moins d'efforts intellectuels que de chercher nous-mêmes des réponses. En 2016, François Hollande, alors président de la République française, a prononcé cette phrase devenue célèbre « ça va mieux ». Cette déclaration visait à rassurer sur la situation économique du pays. Mais aucun chiffre précis, aucune analyse détaillée ne venait soutenir cette affirmation. C'était une manière simpliste de s'adresser à la population en espérant qu'un message court et facile suffirait à dissiper les inquiétudes. C'est comme mon ennemi, c'est la finance, c'était vraiment un spécialiste. Mais au lieu de convaincre, cette phrase a suscité des moqueries, car elle illustrait parfaitement cette stratégie. Éviter de parler à l'intelligence des citoyens pour se contenter de formules toutes faites. Autre exemple, encore parler de la réforme des retraites, mais parce que c'est récent et parce qu'ils ont vraiment, tout a été utilisé pour tuer la contestation. Quand les gouvernements veulent imposer une réforme impopulaire, ils parlent souvent de faire preuve de pédagogie. Cela paraît inoffensif, mais ce mot est révélateur. Il sous-entend que le public est incapable de comprendre les enjeux par lui-même et qu'il faut lui expliquer comme un élève un peu lent. Et c'est ça, quand ils disent on n'a pas bien expliqué la réforme, ça veut dire que le peuple il est tellement con qu'il ne peut pas comprendre. Enfin, il y a quand même un mépris de classe derrière. Et justement, pour la réforme des retraites, plutôt que d'ouvrir un débat honnête et approfondi sur les choix de société, comme de privilégier les riches ou réorganiser les finances publiques, on se contente de dire c'est nécessaire pour sauver le système. On vit plus longtemps, donc on doit travailler plus longtemps. Ces arguments simples ne tiennent pas face à une analyse détaillée, mais ils sont répétés en boucle, comme un mantra destinant à court-circuiter la réflexion. On peut prendre aussi l'exemple des slogans simplistes.
Dans le domaine politique et médiatique, les slogans jouent aussi un rôle clé. Ils réduisent des problèmes complexes à des formules simples et faciles à retenir, mais souvent trompeuses. Et justement, récemment, on a eu l'exemple de Donald Trump avec Make America Great Again. Cette phrase, utilisée par le nouveau président américain, ne dit rien de concret sur les politiques à adapter, mais elle joue sur une émotion simple, la nostalgie d'un passé idéalisé. En marche, le slogan d'Emmanuel Macron, tout aussi vague, évoque une idée de mouvement et de progrès, sans dire dans quelle direction ni pour qui. Mais est-ce que c'est ce qu'on attend d'un responsable politique ? On attend qu'il nous explique bien les problèmes, et pas qu'il nous simplifie à outrance pour faire passer un message. Alors, justement, ces formules ont l'avantage de capturer l'attention, mais elles évitent tout débat de fond. Elles parlent à l'instinct et aux émotions, mais pas à la raison. Cette infantilisation du public sert deux objectifs principaux. Contrôler le narratif. Si vous présentez une question complexe de manière simpliste, vous pourrez orienter la réponse que le public donnera, en lui laissant croire qu'il n'y a qu'une seule bonne solution. Vous limitez sa capacité à questionner vos choix. Ensuite, deuxième objectif, neutraliser la contestation. Quand les citoyens sont traités comme des enfants, ils finissent par adopter une posture passive. Ils savent mieux que nous. Cela renforce aussi l'écart entre les élites et la population. Les premiers se positionnent comme des experts, presque comme des parents, tandis que les seconds sont réduits au rôle de petits qu'on surveille. Pour contrer cette stratégie, il faut exiger des débats approfondis et refuser de se laisser bercer par des slogans ou des explications simplistes. Poser des questions. Quels sont les chiffres ? Quelles sont les alternatives ? Qui en profite ? Demander des preuves. Si un dirigeant affirme que c'est nécessaire, demandez-lui de justifier pourquoi, avec des arguments solides et des données transparentes. Réapprenez à décortiquer le langage. Soyez attentifs aux mots qui simplifient ou réduisent les problèmes à des dichotomies faciles. Nous contre eux, bon contre mauvais. Parce que si on nous parle comme à des enfants, c'est qu'on cherche à nous priver de notre capacité à agir en adulte. Et dans une démocratie, rien n'est plus dangereux que de se laisser infantiliser. Imaginez une scène poignante. Un enfant en larmes, des parents désespérés ou un héros sacrifié pour une noble cause. Vous ressentez quelque chose immédiatement, avant même de comprendre tous les détails. C'est une réponse instinctive, viscérale. C'est exactement cette corde émotionnelle que les élites cherchent à toucher pour court-circuiter notre esprit critique. L'idée derrière cette stratégie est simple, faire appel à vos émotions les plus profondes pour éviter que vous ne réfléchissiez trop. L'indignation, la peur, l'espoir ou encore la culpabilité sont des leviers puissants qui, bien utilisés, peuvent vous faire accepter des choses que vous auriez rejetées en y réfléchissant plus posément. Alors pourquoi ça marche ? Parce que nos émotions sont souvent plus rapides et plus fortes que notre raisonnement. Lorsqu'une histoire ou une image provoque une réaction émotionnelle intense, le cerveau logique se met en retrait. Et dans cet état, nous sommes plus faciles à influencer. Une peur viscérale nous pousse à chercher une solution immédiate, même si elle est irrationnelle. Une forte indignation peut détourner notre attention d'autres enjeux importants. Les élites utilisent cette stratégie pour orienter l'opinion publique dans un sens qui leur est favorable, tout en évitant que les gens ne se posent trop de questions. Pendant les attentats terroristes, chaque fois qu'un acte terroriste frappe une nation, une émotion collective s'installe, la peur, ce qui est légitime d'ailleurs. Les images des victimes, les témoignages différents, les scènes de chaos sont diffusées en boucle sur les chaînes d'information. Cela crée un climat émotionnel où la réflexion rationnelle devient très très compliquée. Les dirigeants en profitent alors pour faire passer des lois liberticides ou sécuritaires. En France, après les attentats de 2015, l'état d'urgence a été instauré, puis prolongé à plusieurs reprises. Des mesures comme la surveillance accrue, les perquisitions sans mandat ou encore la limitation du droit de manifester ont été justifiées par la peur du terrorisme. Et bien souvent, c'est souvent des écologistes ou des militants qui ont été arrêtés, pas forcément des terroristes. Alors ces lois, justement présentées comme temporaires, sont souvent intégrées au droit commun par la suite, sans débat approfondi. La peur devient un outil de gestion publique. En suscitant une émotion forte, les gouvernements obtiennent un consentement rapide, sans opposition réelle. Et vous vous souvenez d'ailleurs, encore une fois, François Hollande, avec l'histoire de la double nationalité. Voilà.
Lui, on a censé être de gauche, il nous propose une loi mais complètement raciste. Donc on est bien là, c'est très révélateur de qui était François Hollande, mais aussi de cette manipulation par l'émotion. Un autre domaine où l'émotion est utilisée, c'est l'écologie. On montre des images de forêts en feu, de glaciers qui fondent ou d'animaux en train de mourir. Ces images suscitent une profonde culpabilité chez les citoyens. C'est à cause de nous. Alors bien sûr, la crise climatique est un problème réel et urgent, mais en jouant uniquement sur l'émotion, certains gouvernements et les grandes entreprises détournent l'attention des vrais responsables. Exemple, on culpabilise les citoyens ordinaires pour leur consommation, tri des déchets, voitures individuelles, tout en détournant l'attention des multinationales qui polluent massivement. Les États signent des accords symboliques, comme la COP, sans jamais contraindre les industries les plus polluantes. L'objectif, il est clair, canaliser l'indignation et la culpabilité vers des cibles faciles, les comportements individuels, tout en protégeant les intérêts économiques des plus puissants. Un autre exemple, l'émotion dans les campagnes électorales. En politique, les campagnes électorales regorgent de discours émotionnels. Les candidats ne cherchent pas toujours à convaincre par des programmes rationnels, mais à capter l'attention par des récits qui touchent le cœur. Ils racontent des histoires personnelles. J'ai grandi dans une famille modeste, je connais vos difficultés. Ils utilisent des figures héroïques ou victimaires pour assembler. Nous devons nous unir contre cet ennemi commun. Par exemple, le wokisme ou les Arabes pour l'extrême droite. Ils créent des slogans porteurs d'émotions. Yes, we can. Make America Great Again. Ces stratégies jouent sur des valeurs émotionnelles, l'espoir, la nostalgie, l'indignation face à l'injustice. Mais elles contournent souvent le débat de fond. Alors qu'est-ce qui se cache derrière cette stratégie ? Faire appel à l'émotion permet de manipuler sans argumenter. Quand les citoyens sont sous l'emprise de la peur, de la colère ou de la culpabilité, ils sont moins enclins à demander des comptes ou à examiner les véritables enjeux. De plus, cela simplifie le discours. Pas besoin d'expliquer des choix complexes ou de justifier des décisions impopulaires. Une image forte, une phrase choc et l'opinion publique est orientée dans la direction voulue. Alors comment résister ? D'abord, il faut reconnaître l'émotion. Quand un discours ou une image provoque une émotion, une réaction émotionnelle forte, prenez un instant pour identifier ce que vous ressentez, peur, colère ou tristesse. Une fois cette émotion reconnue, il est plus facile de revenir à une analyse rationnelle. Demandez des faits. Derrière chaque récit émotionnel, il faut chercher les données. Quels sont les chiffres ? Quelle est la source ? Qui en profite ? On nous met souvent à la télé, on nous parle souvent des faits divers. On a l'impression qu'il n'y a que ça. Et justement, on nous parle sur CNews et compagnie que des faits divers. Et du coup, ça donne l'impression, c'est normal, vu qu'on parle que de ça, que ça y est, c'est l'anarchie, c'est en France, l'insécurité, ça n'arrête pas. Ça donne l'impression qu'en France, il y a de plus en plus d'insécurité, que si on sort dans la rue, on va se faire agresser. Mais c'est pas ce que disent les chiffres, en fait. Distinguer les enjeux réels des manipulations. Alors, certaines crises nécessitent des réponses émotionnelles, comme la solidarité face à une catastrophe, mais posez-vous toujours cette question. Est-ce que on ne me détourne pas des vrais responsables ? La force des émotions, c'est qu'elles nous connectent les uns aux autres. Mais leur faiblesse, c'est qu'elles nous rendent vulnérables face à ceux qui savent les exploiter. Pour préserver notre esprit critique, nous devons apprendre à équilibrer le cœur et la raison. Imaginez un jardin où seuls poussent des plantes chétives. Pas d'engrais, pas d'eau, pas de lumière. Ce jardin ne pourra jamais produire de beaux fruits. Et c'est exactement ce que cherchent à faire les élites avec cette stratégie. Priver la population des ressources intellectuelles nécessaires pour remettre en question le système. L'idée est simple, si les gens manquent d'éducation, d'informations fiables, d'outils pour comprendre le monde, ils sont plus faciles à manipuler. Un public mal informé est un public désarmé face à des décisions prises en son nom. Alors pourquoi ça marche ? Cette stratégie repose sur un cercle vicieux. En maintenant un faible niveau d'éducation critique, en noyant les citoyens dans une masse d'informations superficielles ou inutiles, on les empêche de développer une compréhension profonde des enjeux. Cela les rend dépendants des discours officiels ou des experts autoproclamés. Comme dans C'est dans l'air, où on nous dit qu'il faut moins de services publics, plus d'autorité, où on nous vend que ça en fait. Quand les citoyens ne savent pas poser les bonnes questions, ils acceptent plus facilement les réponses simplistes qu'on leur impose. Prenons le cas de l'éducation. Dans de nombreux pays, des réformes éducatives visent non pas à former des citoyens éclairés, mais à produire
une main-d'œuvre docile et compétente sur des tâches spécifiques. On réduit les heures consacrées à des matières critiques comme la philosophie, l'histoire ou l'éducation civique. On privilégie les compétences techniques au détriment de la pensée critique. En France, par exemple, la réforme du lycée a introduit un système de spécialisation qui réduit le tronc commun, notamment dans des matières littéraires. Cela fragilise la culture générale et la capacité des élèves à relier différents domaines de savoir. Cette technicisation de l'éducation prépare les individus à s'insérer dans un système économique, mais pas à questionner le système. Autre exemple de cette stratégie de débilisation des masses, l'infospectacle et les médias de masse. L'information est un levier clé. Plutôt que de proposer des analyses profondes et nuancées, les grands médias publics privilégient les faits divers, ce qui frappe l'imaginaire, crimes, scandales, mais n'ont aucune conséquence sur la structure même de la société. Ils privilégient les débats stériles, des oppositions caricaturales où l'on ne cherche pas à comprendre mais à créer du spectacle, par exemple les grandes gueules, CNews ou BFM TV. Les informations superficielles, on vous résume des problèmes complexes en 2 minutes, sans contexte ni explication approfondie. Mais d'ailleurs, il y a un truc moi qui m'a choqué, mais à Los Angeles, on ne fait, j'ai l'impression, que parler des villas qui ont brûlé, de celle de Estelle Hallyday. Alors que dans le même temps, Gaza, c'est une catastrophe. Gaza, on n'en parle plus. Du coup, les maisons, tout est détruit à Gaza. C'est pas juste une ville, tout est détruit. Et non seulement on nous rabat les oreilles sur Los Angeles, alors c'est dramatique, mais il y a peut-être d'autres endroits où ça brûle, tu vois. Mais à l'intérieur de Los Angeles, mais tous les articles sur les villas, quoi. Voilà, on s'intéresse à ce qui est superficiel pour ne pas s'attaquer au vrai problème qui est celui du réchauffement climatique. Alors, autre exemple, on va parler à nouveau de la crise des Gilets jaunes. Une grande partie de la couverture médiatique s'est concentrée sur les violences en marge des manifestations, plutôt que sur les revendications économiques et sociales des manifestants. Ce choix éditorial a contribué à discréditer le mouvement aux yeux de certaines personnes, en les détournant des enjeux de fond. Autre exemple, la culture de la distraction. Pour maintenir le public dans la médiocrité, il suffit aussi de détourner son attention. La société de consommation et les réseaux sociaux jouent un rôle clé dans cette stratégie. Les distractions incessantes entre les séries, les vidéos courtes, les jeux, les défilés de contenu sur les réseaux, nous sommes saturés de divertissement. Résultat, moins de temps et d'énergie pour s'informer, pour réfléchir. Le smartphone, je trouve, moi d'ailleurs dans mon cas, ça me débilise. J'ai l'impression d'avoir moins d'attention depuis que j'ai le smartphone. Alors vous avez aussi la valorisation de la futilité. On met en avant les célébrités, les scandales ou les tendances superficielles, au détriment des débats politiques et sociaux. Par exemple, les grands médias consacrent souvent plus de temps à des potins sur des stars qu'à des sujets cruciaux comme la réforme des retraites ou la crise climatique. Cette focalisation sur les divertissements abaisse le niveau de culture de la conscience collective. Alors qu'est-ce qui se cache derrière cette stratégie ? Un peuple bien éduqué et bien informé est un peuple qui peut contester, proposer ou imaginer des alternatives. En maintenant la population dans un état d'ignorance, les élites préservent leur pouvoir. Cela leur permet de prendre des décisions sans être sérieusement remises en question, de concentrer les richesses et le savoir dans leurs mains. L'ignorance n'est pas un accident, c'est une condition nécessaire au maintien du statu quo qui favorise l'élite bourgeoise. Comment résister ? Valoriser l'éducation critique, exiger des politiques publiques qui mettent l'accent sur la pensée critique, l'histoire et la philosophie dès le plus jeune âge. L'éducation doit former les citoyens, pas seulement des travailleurs. Diversifier ses sources d'information, ne pas se contenter des grands médias, lire des analyses indépendantes et écouter des voix divergentes et chercher à comprendre les enjeux de manière approfondie. Limitez les distractions, prenez conscience du temps que vous passez sur des contenus futiles. Il ne s'agit pas de rejeter les divertissements, mais de trouver un équilibre pour consacrer du temps à des activités qui enrichissent votre réflexion. Créer des espaces de débat, rejoindre ou initier des groupes où les discussions sur des sujets importants sont encouragées. Ces espaces permettent de partager et de se mobiliser collectivement. Quand on prive un jardin de lumière, il ne peut pas s'épanouir.
Et quand on prive une population de savoir et d'esprit critique, elle reste enfermée dans une forme de dépendance. Mais contrairement aux plantes, nous avons le pouvoir de chercher la lumière par nous-mêmes. Bon. Alors qu'attendons-nous pour sortir de l'ombre ? Imaginez une société où l'on vous dit constamment que viser une excellence est inutile, que la culture, la réflexion ou la quête de savoir, c'est dépassé. À la place, on valorise la simplicité, la futilité, le plaisir instantané. C'est exactement ce que vise cette stratégie. Maintenir les citoyens dans une acceptation de la médiocrité, en glorifiant ce qui est facile, superficiel et dénué d'effort. Le but, c'est de limiter les ambitions intellectuelles et culturelles des individus pour les rendre plus malléables et moins enclins à remettre en question le système. Pourquoi ça marche ? Parce que nous vivons dans une société de gratification instantanée. Tout est conçu pour donner des résultats rapides et faciles. Les réseaux sociaux privilégient les formats courts et percutants, sans profondeur. Et d'ailleurs, vous savez que le TikTok chinois n'est pas le même que le TikTok qui est chez nous. Les Chinois ne proposent pas le même format de TikTok chez eux. C'est moins débile. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti que le fait de scroller sur TikTok ou les reels de Facebook, d'Insta ou les shorts YouTube, c'est débilitant en fait. Et ça fait qu'on se concentre moins. On perd l'habitude de se concentrer sur des choses plus longues comme cette vidéo actuelle. Les produits de consommation sont pensés pour nous éviter tout effort. La culture populaire met en avant des modèles qui valorisent le divertissement plutôt que la réflexion. Ce climat conditionne les individus à éviter ce qui demande de la patience, du travail ou de la complexité. Cela crée une population qui se satisfait de réponses simples et ne ressent pas le besoin de chercher plus loin. Regardez les diplômes. Moi, je suis animateur. Les diplômes de l'animation, le BPGEPS et le BFD ont constamment été, le niveau de difficulté a été réduit. Et c'est pareil pour le bac, chaque réforme chaque nouvelle version du bac le rend plus facile que la précédente pour réduire le niveau d'exigence. Et là, je vais faire un peu le bouleur. Regardez les jeunes maintenant qui sortent de la fac, mais les fautes d'orthographe, c'est un truc de malade. Des fautes d'orthographe que je ne faisais plus depuis même le collège en fait. Mais parce que c'est pas de leur faute en fait. C'est la société qui est comme ça. C'est les programmes de l'éducation, c'est la société qui fait qu'on est moins enclin à réfléchir, à avoir de la patience. Autre exemple, la glorification de la télé-réalité. La télé-réalité est un exemple parfait de cette stratégie. Dans ces programmes, on met en scène des personnages stéréotypés, souvent dénués de profondeur intellectuelle dans des situations complètement exagérées. On valorise des comportements comme l'égoïsme, l'égocentrisme, les disputes superficielles et la quête de célébrité rapide. Ces émissions deviennent des modèles pour les jeunes générations qui peuvent se dire « si eux réussissent sans effort, pourquoi pas moi ?» Pendant ce temps, les débats culturels, politiques ou scientifiques disparaissent des grandes chaînes. Le message est clair, inutile de réfléchir ou d'apprendre, le succès peut être atteint par des moyens simples et immédiats. Mais autre exemple de ce nivellement par le bas, regardez les médias et la manière dont les grands médias présentent les informations. De nombreux journaux télévisés ou sites d'actualité privilégient des sujets sensationnalistes ou des formats faciles à consommer. Plutôt que d'expliquer une réforme complexe, ils se concentrent sur des petites phrases ou des clashs entre personnalités publiques. Les talk-shows politiques se transforment souvent en combat d'ego, où l'objectif est de divertir plutôt que d'informer. Jean TPMP. Le choix éditorial reflète une volonté de rendre l'information accessible au plus grand nombre, mais il sacrifie la profondeur et la nuance. En réduisant tout à des simplifications outrancières, les médias contribuent à une culture de la superficialité. Enfin, autre exemple, la survalorisation de la consommation. La publicité joue un rôle central. Elle nous pousse à croire que notre valeur réside dans ce que nous possédons et non dans ce que nous savons ou comprenons. Les campagnes publicitaires valorisent le paraître. Par exemple, la mode, les gadgets technologiques ou les marques. Cela détourne les citoyens de l'investissement dans des activités plus enrichissantes, comme la lecture, l'art ou la participation à des débats publics. Quand la consommation devient un but en soi, elle remplace des aspirations plus élevées, comme le savoir, l'engagement ou la recherche de vérité. Qu'est-ce qui se cache derrière cette stratégie ? Encourager la médiocrité n'est pas anodin. Cela sert à limiter les ambitions critiques,
Quand les individus se contentent de ce qui est facile, ils ne remettent pas en question les structures de pouvoir. Créer des citoyens passifs, des personnes qui acceptent la médiocrité ne chercheront pas à changer le monde. Elles consommeront ce qu'on leur offre sans chercher à comprendre ce qu'elles pourraient construire elles-mêmes. Renforcer le contrôle. Un public qui s'épanouit dans la médiocrité est un public facile à distraire et à manipuler. Alors comment résister? Il faut cultiver la curiosité, valoriser des modèles inspirants, mettez en avant des figures qui incarnent l'excellence, la réflexion, la créativité, plutôt que des célébrités superficielles. Consommez autrement, privilégiez les contenus qui vous enrichissent, livres, documentaires, débats, plutôt que des distractions faciles et éphémères. Participez à des discussions profondes, engagez-vous dans des groupes ou des espaces où les discussions sérieuses et les débats sont encouragés. La médiocrité est un piège confortable, mais elle nous prive de notre potentiel. En refusant de nous complaire dans le facile et le superficiel, nous pouvons reconquérir notre capacité à penser, à agir et à transformer le monde. Parce qu'un citoyen éclairé, exigeant, est la pire crainte de ceux qui considèrent que nous devons rester. Imaginez un salarié qui travaille dur, mais qui peine à joindre les deux bouts. Plutôt que de se révolter contre le système qui l'exploite, on lui fait croire que tout est de sa faute, qu'il n'est pas assez compétent, qu'il n'a pas fait les bons choix, ou qu'il ne travaille pas assez. Voilà l'essence de cette stratégie. Détourner la colère légitime en la transformant en culpabilité personnelle. En procédant ainsi, les élites désamorcent toute velléité de contestation en culpabilisant les individus au lieu de les encourager à comprendre et à remettre en question les structures oppressives. Pourquoi ça marche? La culpabilité est un puissant mécanisme de contrôle. Quand vous vous sentez responsable de votre situation, vous êtes moins enclin à chercher des causes externes ou systémiques. Vous intériorisez vos problèmes comme étant le résultat de vos propres choix, ce qui, neutralise la colère. Une personne qui se sent coupable ne se révolte pas, elle essaie de s'améliorer dans un système qui est pourtant conçu pour la désavantager. 2. Ça renforce l'isolement. La culpabilité empêche souvent de se solidariser avec les autres. On croit souvent que ces problèmes sont uniques alors qu'ils sont en réalité partagés par beaucoup. Exemple, les grévistes accusés de bloquer la société, de prendre en otage les usagers. Et justement, prenons l'exemple des grèves. Quand des travailleurs font grève pour défendre leurs droits ou leurs conditions de travail, ils sont souvent accusés de prendre la société en otage. Les médias grand public et certains responsables politiques diffusent des messages culpabilisants. À cause des grévistes, les Français ne peuvent pas prendre leur train pour partir en vacances. Ils paralysent le pays et empêchent les gens d'aller travailler. Cette rhétorique cherche à détourner l'attention des revendications des grévistes, souvent légitimes, pour les faire apparaître comme des égoïstes nuisant au bien commun. Plutôt que de remettre en question les employeurs ou le gouvernement, on retourne la société contre ceux qui contestent. Autre exemple, dans le même sens, l'écologie et la culpabilité individuelle. L'urgence climatique est un autre terrain fertile pour cette stratégie. Au lieu de mettre en lumière la responsabilité des grandes entreprises et des gouvernements dans la destruction de l'environnement, on culpabilise des citoyens ordinaires. Si vous utilisez une voiture, c'est que vous êtes responsable de la pollution. Vous ne recyclez pas correctement, c'est à cause de vous si les déchets s'accumulent. Pendant ce temps, les multinationales continuent à polluer massivement, souvent avec la complicité des États. Par exemple, seules 100 entreprises sont responsables de plus de 70% des émissions de gaz à effet de serre depuis 1988. Pourtant, ce sont les citoyens qui sont accusés de ne pas faire assez d'efforts. Ce transfert de responsabilité désamorce complètement les mouvements collectifs en enfermant les individus dans un sentiment d'impuissance et de culpabilité. Un autre exemple, la question du chômage illustre aussi cette stratégie. Les chômeurs sont souvent dépeints comme étant responsables de leur situation. Ils ne cherchent pas assez activement un emploi, ils profitent du système et des allocations. Alors que ces discours ignorent les causes structurelles du chômage, comme la délocalisation d'emplois pour maximiser les profits, la précarisation du travail avec des contrats courts et mal payés, l'automatisation qui réduit les besoins en main-d'œuvre. En culpabilisant les chômeurs, on détourne la colère des citoyens contre un système économique qui favorise les inégalités. Alors qu'est-ce qui se cache derrière cette stratégie? Remplacer la révolte par la culpabilité est une manœuvre pour maintenir le statu quo qui favorise l'élite bourgeoise. Les élites savent qu'une population unie et en colère est une menace. Par exemple, on l'a bien vu avec les Gilets jaunes, qui ont fait vraiment vaciller le pouvoir. Macron a vacillé.
Des individus isolés et culpabilisés sont plus dociles. En fragmentant les causes, en dispersant les responsabilités, elles empêchent la formation de mouvements collectifs susceptibles de remettre en question leur pouvoir. Comment résister ? Il faut comprendre les causes systémiques, il faut refuser de croire que vos difficultés sont uniquement le fruit de vos choix individuels. Il faut rechercher les causes profondes, inégalité économique, politique publique, choix des élites. Refuser la culpabilisation si on vous accuse de nuire à la société en revendiquant vos droits ou en vous engageant dans des actions écologiques. Rappelez-vous que les responsabilités sont souvent ailleurs. S'unir et collectiviser les luttes. La culpabilité isole, mais la solidarité rassemble. Engagez-vous dans des mouvements collectifs pour dénoncer les injustices et demander des comptes aux vrais responsables. Questionnez les récits médiatiques. Quand un groupe est stigmatisé, grévistes, chômeurs, activistes, demandez, vous, à qui profite cette division ? Le système ne veut pas que vous vous révoltiez, car la révolte est le premier pas vers le changement. Mais en remplaçant la culpabilité par une prise de conscience collective, nous pouvons transformer la colère en un outil puissant pour construire une société plus juste. Imaginez que quelqu'un sache exactement ce que vous voulez avant même que vous le sachiez. Imaginez que chaque décision que vous prenez, chaque produit que vous achetez, chaque opinion que vous formez soit en réalité influencée par quelqu'un qui connaît vos préférences mieux que vous-même. Voilà ce qu'implique cette dernière stratégie. La manipulation subtile et invisible des désirs et des pensées des individus par l'exploitation des données personnelles et la surveillance. Les entreprises, les gouvernements et les grandes institutions ont désormais accès à une quantité d'informations énorme sur vous, souvent sans même que vous en ayez conscience. Ce qu'ils savent de vous va bien au-delà de ce que vous pourriez imaginer. Ils connaissent vos habitudes de consommation, vos préférences politiques, vos angoisses et même vos désirs inconscients. Et tout cela leur permet justement de manipuler vos choix. Alors pourquoi ça marche ? Ce qui est effrayant avec cette stratégie, c'est qu'elle se base sur une connaissance intime et constante des comportements humains. Les algorithmes de recommandation sur les réseaux sociaux et plateformes de streaming savent quel contenu vous captive, ce qui vous fait réagir et ce qui vous pousse à acheter. Les cookies de navigation et votre outil de suivi en ligne collectent les données sur vos recherches et vos achats, et même sur la manière dont vous vous déplacez dans les magasins ou sur Internet. Les sondages et enquêtes sont utilisés pour recueillir des informations sur vos préférences. Et les marques savent comment adapter leur message à vos attentes, même avant que vous ne vous en rendiez compte. En d'autres termes, vous êtes constamment influencé par une multitude de forces invisibles qui sont capables de prédire vos comportements à partir de l'analyse de vos habitudes passées. Alors, prenons l'exemple des publicités en ligne. Grâce à l'énorme quantité de données collectées sur vous, les entreprises peuvent adapter leurs annonces de manière extrêmement précise. Si vous avez récemment cherché des vacances en Thaïlande, vous verrez probablement une publicité pour un vol ou un hôtel en Thaïlande dans les jours suivants. Parfois même sur des sites qui n'ont rien à voir avec le voyage. Si vous avez cliqué sur un article sur les dernières tendances de la mode, vous pourriez vous retrouver à avoir de la publicité pour des marques similaires en permanence, vous poussant à acheter de manière impulsive. Ces techniques sont rendues possibles par l'utilisation de l'intelligence artificielle et des algorithmes qui scrutent chaque mouvement que vous faites en ligne. Et ce, même lorsque vous n'êtes pas en train d'acheter activement quelque chose. Les entreprises ne se contentent pas de vous vendre des produits, elles vendent aussi vos préférences à d'autres acteurs du marché. Autre exemple, les réseaux sociaux et la manipulation des opinions. L'impact des réseaux sociaux va bien au-delà de la simple publicité. En fait, les algorithmes de ces plateformes ont un pouvoir considérable pour façonner vos opinions et comportements politiques. On l'a vu récemment avec Elon Musk, qui a grandement favorisé la réélection de Trump. Et justement, Facebook, maintenant Meta, a été au cœur de nombreux scandales où l'on a découvert que des partis politiques pouvaient cibler des électeurs spécifiques avec des publicités très personnalisées. Ces publicités étaient basées sur des données collectées sur vos intérêts, votre activité en ligne et même vos interactions passées avec des pages ou groupes politiques. Twitter, maintenant X, a été critiqué pour sa gestion de l'information et la propagation de contenus, parfois manipulateurs ou biaisés, qui influencent directement les opinions des utilisateurs pendant les campagnes électorales, en particulier avec des bots qui amplifient certaines opinions au détriment d'autres. Les campagnes électorales de Donald Trump ou le Brexit au Royaume-Uni en 2016 sont des exemples de cette exploitation des données personnelles. Ces campagnes ont largement
utiliser les données des utilisateurs pour diffuser des messages ciblés, influençant ainsi les résultats à l'insu de nombreux citoyens. Autre exemple, le contrôle des informations et la surveillance des citoyens. Ce n'est pas seulement la publicité et l'opinion publique qui sont manipulées par cette collecte de données, même les gouvernements, et notamment à travers des programmes de surveillance massive, peuvent suivre des comportements des citoyens, ce qui leur permet de comprendre et dans certains cas d'interférer avec leur action. Par exemple, le scandale des écoutes de la NASA, révélé par Edward Snowden en 2013, a montré que des millions de communications privées étaient surveillées, souvent sans mandat, par des agences de renseignement américains. Dans des régimes autoritaires comme la Chine, des systèmes de surveillance sophistiqués permettent non seulement de suivre chaque mouvement physique des citoyens, mais aussi d'analyser leurs conversations en ligne pour détecter des signes de dissidence. Qu'est-ce qui se cache derrière cette stratégie? Ce qui est fascinant et inquiétant à la fois, c'est que cette stratégie se fait souvent sans que les individus s'en aperçoivent. Le fait que nous soyons surveillés et manipulés à ce point, sans même en être pleinement conscients, décuple l'efficacité de cette approche. Les élites économiques et politiques veulent vous connaître mieux que vous ne vous connaissez vous-même, car cela leur permet d'influencer vos choix sans que vous en ayez conscience. Vous croyez être libre de vos décisions, mais en réalité, elles sont souvent guidées par des forces invisibles. Créer un climat de dépendance en vous présentant des opinions toujours plus personnalisées. Elles vous poussent à consommer, à voter ou à vous comporter d'une certaine manière. Vous êtes ainsi pris dans un cercle où vos choix sont façonnés pour correspondre à leurs objectifs. Contrôler la société, une population dont les comportements peuvent être anticipés et influencés, est une population plus facile à gouverner. Comment résister? Il faut prendre conscience de la surveillance. Soyez conscient que vos actions en ligne sont constamment suivies et exploitées. Utilisez des outils pour protéger votre vie privée, comme des VPN, des bloqueurs de pub ou des moteurs de recherche qui respectent vos données. Refusez d'être réduit à une donnée. Ne laissez pas les entreprises ou les gouvernements réduire votre identité à des chiffres, des clics ou des profils. Résistez à la tentation de simplifier vos choix à des comportements de consommation. Se renseigner, se former sur les enjeux de la data. Comprenez comment les données sont collectées, utilisées, revendues. Informez-vous sur les pratiques des grandes entreprises en matière de données et militez pour des lois plus strictes sur la protection de la vie privée. Exigez des régulations plus strictes. Soutenez les initiatives législatives qui limitent l'exploitation des données personnelles et garantissent une plus grande transparence dans les pratiques des entreprises qui collectent ces informations. En fin de compte, ce que cette stratégie nous révèle, c'est une réalité où la liberté devient leurre. On vous fait croire que vous êtes libre de vos choix, mais en réalité, ceux-ci sont orchestrés. Mais en prenant conscience de cette manipulation et en refusant d'être réduit à une donnée, nous pouvons récupérer notre liberté individuelle, celle de penser, d'agir et de décider sans être constamment manipulé par des forces invisibles. Voilà, nous venons de passer en revue ces 10 stratégies de manipulation de masse et il est désormais évident que nous vivons dans un monde où l'information, les médias et les pouvoirs économiques jouent un rôle décisif dans la façon dont nous pensons, dans la façon dont nous agissons et dans la façon dont nous réagissons. Ces stratégies, de la diversion à la culpabilisation, de la manipulation des émotions à la surveillance constante, sont des instruments puissants pour maintenir un statu quo où ceux qui détiennent le pouvoir et la richesse continuent d'en profiter pendant que nous, citoyens, restons fragmentés et désinformés. Mais voilà la vérité, cette manipulation n'est pas invincible, n'est pas irréductible. Elle peut être contournée, démantelée et renversée. Et c'est là que commence la vraie révolution. Ce n'est pas une révolution qui se fait sur un champ de bataille, ni dans les grandes rues de Paris uniquement. Non, la vraie révolution commence dans nos têtes. Elle commence par la prise de conscience, par le moment où l'on comprend que nous ne sommes pas seuls dans ce combat, que chacun de nous a un rôle à jouer pour éveiller les consciences et changer les règles du jeu. Chaque réflexion que nous avons, chaque question que nous nous posons, chaque fois que nous refusons de nous laisser manipuler, ce sont des victoires contre ce système de domination. L'histoire nous a montré à plusieurs reprises que le changement ne vient pas d'en haut. Il ne vient pas des élites politiques et économiques. Le changement vient des gens, des masses qui refusent d'être réduites à des pions dans le grand jeu du pouvoir. Prenez par exemple le mouvement des Gilets jaunes qui a secoué la France il y a quelques années. Un mouvement parti de la base, de ces citoyens ordinaires qui pour la première fois depuis longtemps ont osé dire « Non, nous ne sommes pas d'accord et nous n'allons pas nous taire ». Ces manifestants n'étaient pas des extrémistes ou des vandales.
comme certains médias ont voulu nous le faire croire. Ils étaient des travailleurs, des ouvriers, des jeunes, des retraités, des gens comme vous et moi, et qui ont eu le courage de se lever pour dénoncer l'injustice sociale, les inégalités croissantes et la manière dont l'État et les grandes entreprises manipulaient leur quotidien. Ils ont montré au monde que même face à une répression violente et une désinformation massive, il est possible de faire entendre sa voix. Ils ont fait preuve de ce qu'on appelle la révolte consciente, une révolte qui ne se contente pas de brûler des voitures ou de briser des vitrines, mais qui interroge le fondement même de notre système et exige un changement profond. Mais aujourd'hui, ce mouvement est loin d'être terminé. La manipulation des masses continue et le système reste en place. Mais c'est là qu'intervient l'importance de notre engagement. Chaque fois que vous partagez cette vidéo, chaque fois que vous en parlez autour de vous, chaque fois que vous refusez d'accepter la version officielle des choses, vous faites partie de cette révolution. Une révolution silencieuse, mais puissante, qui se construit à travers les idées, les actions et les convictions de chacun d'entre nous. Le seul moyen pour que cette manipulation cesse, c'est que nous nous unissions, que nous comprenions ces mécanismes et que nous les dénoncions ensemble. Ce n'est pas juste un combat contre les médias ou les politiciens, c'est un combat pour la vérité, pour la liberté de penser, pour la justice sociale. Nous devons nous rappeler que l'histoire est écrite par ceux qui ont osé se lever. Nous avons tous cette responsabilité. La vraie révolution commence dans notre tête, puis elle se propage par nos actions. Nous avons le pouvoir de changer les choses. Et pour cela, il nous faut d'abord comprendre les mécanismes qui nous gouvernent, puis les combattre. Vous, moi, nous tous, nous sommes le changement que nous attendons. Ne laissons pas ceux qui manipulent l'opinion et contrôlent les médias nous faire croire que nous sommes impuissants. Ne laissons pas ceux qui nous divisent nous empêcher de nous unir pour un avenir plus juste. C'est à nous, aujourd'hui, de prendre notre destin en main, de ne plus accepter de vivre dans l'ombre de ceux qui nous manipulent. Ensemble, faisons entendre notre voix, ensemble, agissons pour un monde meilleur. Soyez les architectes de cette révolution. Partagez cette vidéo, informez-vous, agissez. La véritable liberté commence maintenant. Bon voilà, je pense que là, du coup, ça doit être la plus longue vidéo de EducPop. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, mets un pouce en l'air, fais un commentaire. En description, tu verras, il y a une page Tipeee si jamais tu veux me donner un petit pourboire ou m'aider. Voilà, partage autour de toi et continuons la lutte ensemble. Ciao.